Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans cet épisode on va repartir un petit peu dans le passé, on va remonter le temps pour retourner dans le cœur de mon projet. On va parler du pourquoi et comment j'ai pu vivre au Japon pendant 1 an et demi. Car oui, au départ, le Japon pour moi c'était pas forcément l'Eldorado. J'en avais marre d'habiter à Paris et j'en avais marre d'habiter en France, je voulais vivre ailleurs mais je ne savais pas trop où finalement. J'avais quelques pays en tête comme le Canada, les pays scandinaves ou bien voir le Japon pourquoi pas. Mais je connaissais pas plus que ça à vrai dire. Et puis mon anglais n'étant pas au top, c'était pas non plus un projet qui était très très concret. Je suis allé au Canada mais j'ai pas eu de coup de cœur vraiment pour le pays. Il est cool, c'est sympa, mais je pense qu'on me l'avait vraiment trop survendu et j'ai eu une petite déception en étant sur place. Puis j'ai décidé de partir en vacances au Japon, cette fois en ayant beaucoup moins d'attentes. J'y allais vraiment juste pour des vacances et la découverte, mais sans me dire ouais c'est peut-être un pays où je peux y habiter, etc. Enfin vous voyez. Bref, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2015, en mode donc totalement découverte, pendant 1 mois. Bon, vous l'avez compris, maintenant, je me suis pris une claque. Les premiers jours sur place, je me suis senti à la maison. J'ai pas du tout senti le syndrome Lost in Translation dont certains parlent. Et lors de mes derniers jours de vacances, pour vous situer, j'étais en gros dans un Airbnb de folie à quelques mètres seulement de la Tokyo Tower, avec une vue sublime sur la Tokyo Tower justement, dans un appartement qui était tout neuf, hyper confortable. Et je me suis dit, ouais, c'est clair, je veux pas partir d'ici, non, j'ai pas envie, quoi. Bon, faut dire qu'en plus du Japon et de tout ce que, voilà, vous connaissez du Japon et de ce qu'il y a de cool au Japon, surtout quand on est en vacances, l'appartement était vraiment top, j'aurais donné mais n'importe quoi pour le récupérer. Donc, mis à part ça, j'étais convaincu que j'étais vraiment bien ici et que je voulais y vivre finalement. Mais bon, entre vouloir et pouvoir, il y a un gros gap à franchir. En rentrant, j'ai donc repris mon train-train. Je me suis intéressé un petit peu plus au Japon pour mieux comprendre le pays, sa vie sur place, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que j'économise pour faire un 2e voyage, pour confirmer ou pas, tout simplement, si cette envie que j'avais eue sur place, ce petit sentiment, était bien toujours présent. Car vous vous en doutez, partir quelque part en vacances, oui, on kiffe forcément, on n'est pas dans le même mood ni dans la même ambiance que quand on y vit tous les jours. C'est forcément différent, avec beaucoup plus de mauvais côtés quand on vit tous les jours que quand on est là en vacances, où tout finalement est cool, à part si vous avez eu vraiment un problème par hasard, mais sinon dans l'ensemble, on kiffe en vacances. Du coup, je me suis dit qu'un 2e passage, ça serait pas forcément trop d'aller une 2e fois au Japon pour voir ou non si mon amour de ce pays était vraiment là ou si ça avait été vraiment un kiff du moment et si en connaissant, en ayant déjà vu, parce que le Japon c'est plein de choses nouvelles, forcément la première fois qu'on y va, est-ce que finalement ça allait pas retomber un petit peu. Donc j'ai eu la chance de repartir 2 mois, 2 ans plus tard, en 2017, donc quasiment jour pour jour après mon premier voyage. Et pendant celui-ci, j'ai acquis la certitude que je voulais vivre là-bas. J'ai vraiment eu le coup de cœur qui était toujours là. Mais bon, encore une fois, c'est bien beau d'avoir trouvé le bon lieu, mais il faut savoir comment on peut rester après. Parce que là, la question, elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre. Pendant ce voyage, je me souviens, j'étais à Osaka, je me baladais dans les rues tout en réfléchissant. Il faisait pas très beau ce jour-là, donc c'était pas une vraie balade, c'était plus à passer le temps. Je me disais que vivre au Japon, ça allait être quand même bien compliqué. J'étais trop vieux pour faire un PVT, j'avais pas des économies de folie non plus sur mon compte en banque, et en plus, encore plus, après ce 2e voyage qui m'avait coûté pas mal d'argent, je parlais pas un mot de japonais, à part quelques phrases basiques, bref, je voyais pas trop quelle solution s'offrait à moi pour partir de façon rapide en tout cas. Je me disais qu'en rentrant, il faudrait que je bosse à fond l'anglais pour trouver hypothétiquement un boulot dans une boîte étrangère, et que c'était a priori bien mon unique solution pour vivre au Japon. Je voyais pas trop d'autres choix, quoi. Puis je me suis posé à un moment donné dans un Starbucks, toujours à Osaka. J'avais mon laptop parce qu'il pleuvait comme vache qui pisse ce jour-là et j'avais pas grand-chose à faire, donc je m'étais dit allez on va patienter un petit peu, on va surfer et j'avais pas trop envie de prendre la flotte, quoi. Et je sais plus comment j'en suis venu à la solution que je pouvais peut-être devenir étudiant. Alors j'ai fait quelques calculs, j'ai fait quelques recherches, voir si on pouvait se faire financer des formations à l'étranger. Et au bout d'1 heure sur place, je commençais à me dire que en fait c'était possible, que ce projet était totalement possible de venir 2 ans en tant qu'étudiant au Japon. Du coup, c'est vraiment, je m'y attendais pas, j'ai eu l'idée comme ça un peu, j'étais pas du tout parti là-dessus au départ. Et quand j'ai vu que c'était jouable, j'étais comme un fou.
Pendant toute l'après-midi, j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal, quoi, d'avoir trouvé une solution à ce qui paraissait super compliqué pour venir ici pour moi à la base. Mais vous me connaissez un petit peu maintenant, je suis pas un risque-tout. Et donc, avec cette idée en tête et mes petits calculs, j'ai tout de suite tenté de contacter des inconnus qui eux aussi étaient étudiants au Japon. Parce que je voulais avoir un peu leur budget, vérifier en gros que les calculs que j'avais faits n'étaient pas totalement délirants. Et j'avais aussi contacté un organisme de formation professionnelle pour voir si je pouvais me faire financer une partie de l'école par des organismes de formation qui existent en France et qui peuvent vous aider à faire des formations de langue comme il existe. Et j'ai eu de la chance, parce qu'à peine j'ai envoyé mon mail, et le soir même, ou c'est le lendemain je crois, j'ai eu en fait un mail, j'avais envoyé un mail à un Français qui habitait à Fukuoka, qui est vraiment très sympathique, qui faisait une école que j'avais ciblée, et qui m'a répondu donc directement, et m'a donné son budget pour les 2 ans, les frais qu'il avait, il m'a fait un mail super complet, c'était hyper chouette. Et en moins de 24 heures, je suis passé d'un putain c'est génial à un en fait t'oublies de tocard quoi, ça va pas marcher, car je m'étais un peu, voire beaucoup emballé. J'avais beaucoup sous-estimé tous les frais inhérents à un tel projet, et surtout m'étais dit que peut-être qu'avec des aides je pourrais, etc. Et en fait les aides non, je pouvais pas les avoir parce que les organismes de formation ne finançaient pas ce type d'école de langue à l'étranger. Donc je me suis pris une méga douche froide en moins de 24 heures. Et ça fait un peu mal à ce moment-là. Hein. Je me souviens avoir passé une journée totalement déprimante dans les rues d'Osaka. J'étais vraiment au bout de ma vie. Car j'étais vraiment très loin du budget que j'avais calculé. J'avais fait ça un peu à la va-vite et j'avais oublié plein de choses à la con finalement. Du coup, la veille, vous pensez pouvoir réaliser votre rêve et le lendemain, tout part en fumée. C'est vraiment un ascenseur émotionnel vraiment pas cool à gérer. Je pense que c'est même un des pires moments de ma vie. Il rentre à mon avis dans mon top 10 en termes de bad mood ce jour-là. Vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais bon, ça restait les vacances. Je me suis donc un peu ressaisi et je suis passé à autre chose. Et j'ai continué mon voyage tranquillement tout en ayant un petit pincement au cœur forcément au fond de moi et en me disant que ça allait pas être pour tout de suite que je pourrais revenir au Japon. Mais je me souviens quand même que lors de mes derniers jours, j'avais loué là encore un Airbnb dans un quartier un peu dans le sud de Tokyo, à Meguro. Et je m'étais fait là aussi plaisir, j'avais pris un grand appartement moderne et sympa, j'étais vraiment cool dedans, j'étais bien installé. Et je me souviens d'avoir passé une soirée posée sur un balcon, dans le noir le plus total, il n'y avait aucune lumière chez moi, avec une petite bière à la main et sûrement un petit truc à grignoter. Et je regardais juste les lumières, assises sur mon balcon, les lumières de la ville de Tokyo jusqu'à très tard dans la nuit. Et vous le savez aussi, j'adore les ambiances nocturnes au Japon. Et là, comme souvent, il n'y avait pas beaucoup de bruit, c'était un quartier assez résidentiel. Il y avait quelques fenêtres illuminées et qui s'éteignaient petit à petit au fil de la nuit. On voyait vraiment bien les étoiles et je m'imprégnais à fond de l'ambiance. Et je m'étais vraiment fait une promesse à moi-même de revenir vivre ici. Je m'étais dit un jour, il faut que j'habite ici, il faut que je me débrouille, je ne sais pas comment, mais tu dois le faire. Parce que tu te sens bien ici, il faut que tu le fasses. Je le savais vraiment au fond de moi que c'était ma maison ici, qu'il fallait que je fasse les efforts, que je ne savais pas encore comment, mais qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, les vacances sont finies, je rentre de vacances. Un mois passe, bien sûr un petit peu dégoûté d'être revenu, plein de photos, plein de souvenirs, des choses à raconter, mais quand même un petit peu dégoûté d'être revenu. Jusqu'à ce que, je ne sais plus comment, je me suis remis, je ne sais plus pour quelle raison, à faire des petits calculs au cas où. J'ai fait un brainstorming géant pour voir toutes les pistes, voire même les plus farfelues qui s'offraient à moi pour venir vivre au Japon. Entre l'apprentissage du japonais, apprendre l'anglais pour pouvoir trouver un boulot après en expat, apprendre le japonais sur place en France en se disant peut-être que d'ici quelques années je pourrais peut-être me débrouiller. Bien sûr, se marier avec une japonaise, enfin j'ai listé des dizaines de possibilités dont beaucoup n'étaient vraiment pas crédibles ou en tout cas pas réalisables rapidement. Mais en reposant tout ça sur la table, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais peut-être avoir le budget pour venir étudier 2 ans au Japon. Maintenant, j'avais vraiment une idée du budget global, un budget qui était réaliste par rapport au retour que j'avais eu de cet étudiant et puis par rapport aux autres calculs que j'avais faits. Bon, j'étais pas riche, je suis propriétaire de rien, mes parents n'ont pas d'argent à m'avancer ou à me donner, mais ça fait plus de 17 ans que je travaillais, j'avais pas des économies de ouf comme je vous le disais, surtout que mon voyage avait bien vidé mes comptes, mais en faisant mes calculs, j'ai eu une petite illumination que c'était en fait possible. En gros, en vendant toutes mes affaires, je pouvais récupérer dans les 15 000 €. En négociant un départ avec ma boîte, je pouvais récupérer avec mon ancienneté, etc., dans les 20 000 €. En économisant pendant quelques mois, je pouvais passer ce qui me restait sur mon compte à 20 000 €. Bref, et j'avais eu l'idée de me dire, si je crée mon auto-entreprise,
je pourrais récupérer une partie de mes droits au chômage et faire quelques missions pour me rapporter un peu d'argent. Parce qu'en fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase en me disant, je suis pas très loin, il me manque pas grand-chose, mais j'ai pas encore l'argent pour faire ce que je voudrais, pour faire les 2 ans, etc. Parce que je voulais quand même avoir une belle enveloppe et revenir, sachant que si je revenais, j'aurais quand même un petit peu d'argent de côté. Et donc, j'étais pas hyper assuré. J'ai un ami qui m'a dit, pourquoi tu regardes pas de ce côté-là? Et moi, j'étais là, mais non, ça va pas. Enfin, dans ma tête, c'était pas possible de pouvoir faire ça. Et finalement, bah si, c'était possible. Et c'est ce qui a permis de débloquer finalement tout ça. Alors, et au final, donc mis bout à bout, parce que c'est pas que ça, mais c'est toutes les choses mis bout à bout, bah, l'équation était plutôt bonne. J'avais assez d'argent pour faire mes 2 ans au Japon, sans vivre comme un galérien, comme je vous le disais, parce que je voulais profiter quand même du Japon, et pour m'inscrire pour 2 ans dans une école. Et là, ascenseur émotionnel, quoi. Je me souviens pas du tout, par contre, de ce moment-là, pour être honnête, mais je sais que quand j'ai réalisé et j'ai vu que ça se concrétisait, c'était vraiment la folie à l'intérieur de moi. Je me disais, mais en fait, c'est possible, je peux peut-être le faire assez rapidement. Je pouvais partir l'année prochaine, parce que c'était ça en gros. J'étais revenu au mois de mai, je crois, oui, c'était au mois de mai de mes vacances, et je suis parti en avril au Japon, donc en 1 an, j'ai pu repartir ensuite derrière, quoi. Après, je suis le genre de mec qui prend jamais trop de risques. Tout est souvent assez bien calculé. J'ai pas changé beaucoup de boulot dans ma vie, j'ai jamais été vraiment carriériste. J'étais content d'avoir un boulot tranquille qui payait suffisamment pour subvenir à mes besoins, sans avoir de pression, sans me prendre le chou finalement. J'ai jamais vécu à l'étranger non plus, hein. Bref, j'avais une vie assez pépère. Là, c'était pas une décision anodine dans ma vie. Je prenais un risque parce que du coup, je quittais tout. Je quittais mon appartement, mes affaires, mes amis, ma vie tranquille pour un avenir totalement inconnu dans un pays où je parle pas un mot et où je savais que j'aurais peu de chances de pouvoir faire mon boulot actuel. Parce que mon boulot que j'avais avant, c'était chef de projet Internet. J'ai besoin de beaucoup parler dans ce boulot, de beaucoup écrire. J'écris des cahiers des besoins de centaines de pages. Donc le fait de le faire dans une langue étrangère, pour moi, c'est pas simple. Il faut avoir un bon niveau et moi, les langues, c'est vraiment pas mon truc. Donc je savais que ce projet de vivre ailleurs dans une langue qui sera compliquée, il y aurait forcément énormément de complications avant de pouvoir faire ma vie là-bas. Mais au fond de moi, j'ai jamais douté et je me suis dit que c'était le moment de se mettre un coup de pied au cul et sortir de la fameuse zone de confort. Même si je dois dire que j'ai pas ressenti ça comme un effort de ouf, il faut l'avouer, quand je prends un peu de recul, quoi. Mais je me dis que j'ai quand même fait quelque chose de pas habituel, mais tout s'est passé finalement assez bien pour aller s'installer et faire ça. Mais revenons au moment où, oui, on peut le faire, on peut partir au Japon. Donc, après avoir bien refait mes calculs, donc 1 semaine, j'ai refait tous mes calculs, etc., pour être sûr, hein, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. J'ai laissé passer 1 semaine, histoire de laisser du temps de tout vérifier et d'être sûr que j'avais pas oublié des choses, que je partais pas dans des délires. Et après 1 semaine, je me suis dit, oui, en fait, je peux quitter mon job. Et c'était sûr, quoi. J'avais pas besoin de me dire, ah non, j'ai oublié ça, ah mince, du coup, je peux pas partir au Japon et je donne ma démission. Donc c'est pour ça que je me suis laissé un petit peu de temps pour réfléchir et pour être sûr que tout allait bien. Mais une fois que c'était sûr et que j'avais tout revu par A plus B et que j'étais bon, c'est bon, non, ça va, on peut le faire, quoi. Je suis donc allé voir mon boss pour lui annoncer que je voulais partir et négocier un départ à l'amiable. Et là, première bonne surprise, il a accepté sans trop broncher. Alors non pas qu'il me détestait, qu'il était content que je parte, quoique c'était peut-être le cas. Mais bon, ça faisait 15 ans que je bossais pour la boîte et que j'avais toujours été très cool et serviable. C'est même pour ça que j'ai pu partir 2 mois en vacances. Parce que normalement, personne n'avait le droit de partir 2 mois en vacances consécutives. Mais juste avant, donc 1 mois avant, j'avais eu le droit de prendre 2 mois de vacances. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de cool dans mon boulot et que je pense qu'il appréciait ça. Donc il a dû se dire, il savait que c'était mon rêve, lui aussi aime beaucoup le Japon, donc je pense qu'il a été très compréhensif là-dessus. Et surtout, je suis pas parti du jour au lendemain, je l'ai prévenu 6 mois ou 8 mois avant mon départ, 6 mois avant mon départ, donc j'ai fait les choses bien pour que tout se passe bien. Mais bon, il n'y avait rien de sûr, il a quand même accepté de me faire un départ à l'amiable. Donc j'avais plus qu'à faire les démarches, du coup mon projet était lancé, j'avais plus qu'à faire les démarches pour mon inscription dans une école, quoi. Donc pendant 1 an environ, j'ai fait aucune sortie aussi, hein. Aucune dépense superflue pour économiser tout ce que je touchais de mon salaire. Avant ça, avant tout ça, j'étais plutôt du genre dépensier. Genre les restos, les cafés, acheter des bouquins, des mangas, des conneries électroniques, des jeux vidéo, des fringues. Bref, quand il y a un truc qui me fait plaisir, habituellement, je réfléchis pas pendant 15 ans. Alors, j'ai jamais fait vraiment beaucoup d'économies dans ma vie, ou mis énormément de côté, mais j'ai jamais été dans le rouge non plus. Donc au final, pour moi, c'était quand même un gros changement d'être en mode totale économie, de rien acheter et de rester chez moi, en gros, à jouer aux jeux vidéo que j'avais déjà et regarder la télé. Je ne sais plus ce que je faisais, mais je faisais tout en sorte pour ne pas sortir, en gros. J'ai passé aussi une partie de cette année sur le Bon Coin, qui m'a pris énormément de temps, à poster des annonces, prendre des photos,
à avoir un fichier Excel méga gros qui recensait toutes mes affaires, toutes les affaires que j'avais chez moi, mais le moindre chose, avec tous les prix à laquelle je pouvais le vendre, les prix à laquelle j'avais vendu finalement, etc. Avec le total de combien j'avais gagné d'argent, de combien je pouvais encore en gagner. Ma vie se résumait un peu à Le Bon Coin pendant plusieurs mois, honnêtement. J'ai passé au moins 6 mois à faire des rendez-vous sur Le Bon Coin et c'est devenu un vrai enfer. Entre les gens qui viennent pas au rendez-vous, qui négocient tout, ou alors que vous avez bien précisé à la base que vous ne voulez pas négocier, que les prix sont fixes et que les mecs viennent quand même sur place en disant on avait 10 temps, non on n'avait pas 10 temps. Ça c'était des choses qui m'ont hyper agacé parce que c'était très souvent en plus. Je ne parle pas des gens en retard ou en avance qui font que toute votre journée est décalée et que tout votre emploi du temps tourne autour de ces gens. Bref, ça a été un enfer à gérer. J'ai fait des centaines et des centaines de remises en main propre. Je suis devenu totalement allergique au Bon Coin. Quand vous faites ça une fois ou deux de temps en temps, c'est pas trop chiant. Mais quand tous les jours vous avez 3 ou 4 ventes Le Bon Coin à faire pendant 6 mois, je peux vous assurer que c'est une horreur et que je ne peux plus voir Le Bon Coin en peinture. Donc je suis devenu allergique totalement au Bon Coin et peut-être aussi aux gens par la même occasion, c'est possible. Il y avait quand même des gens sympas, je vous rassure, mais beaucoup de gens étaient quand même très très chiants. Mais vous vous doutez qu'avec tout ce que j'ai dû vendre, car j'ai vraiment tout vendu, alors oui, j'avais pas un appartement géant non plus, j'avais un 35 mètres carrés, mais j'ai vendu tout ce que j'avais. Ça allait d'une centaine de figurines à plus de 500 mangas, des livres en tout genre, des meubles bien entendu, il y a plein de bibelots, des vêtements, j'avais 500 CD, car oui, il y a encore des gens qui achètent des CD, mes consoles, mes vieux iPods qui traînaient dans un placard, mes fourchettes, bref, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai aussi fait le ménage dans mes affaires car je changeais de vie, de ville, de pays, de continent. Donc les papiers, les souvenirs, on les amène pas. Et j'ai pas de famille pour stocker tout ça dans des cartons, d'anciennes maisons de famille, etc. J'ai pas d'endroit à moi. Du coup, j'en ai jeté des sacs poubelles, je peux vous en dire, des tonnes de sacs poubelles entiers de souvenirs ou de papiers administratifs. J'ai, je vous rassure, su scanner tous les papiers administratifs que j'ai jetés parce que voilà, faut garder les fiches de paie et certains autres papiers, mais ça prend un temps fou à tout scanner. Je faisais ça, je restais parfois 2 heures de plus au boulot pour scanner tous mes trucs et profiter de la photocopieuse pour scanner tous mes documents. Bref, ça n'a pas été tout le temps une partie de plaisir, mais c'était pour la bonne cause. Et tout ce départ donc m'a pris vraiment beaucoup de temps. Tout ça pour récolter la somme au final et faire tenir ma vie dans 2 valises au final, parce que ma vie maintenant se résume à 2 valises vraiment. Au début, j'en menais pas large, car les calculs c'est bien, c'est cool, mais il y avait beaucoup d'inconnus. Je me souviens, je ne savais pas si je pourrais économiser 1 000 € par exemple tous les mois. J'avais calculé ça au départ, mais je savais pas si j'allais y arriver. Pareil, j'avais prévu de vendre pour 15 000 € d'affaires, mais je n'étais pas sûr que tout parte et que tout parte au prix désiré. Donc bien sûr, j'avais prévu large, etc., mais on ne sait jamais quoi. Pour mon boulot, c'était pareil, je ne savais pas s'ils allaient accepter au départ. J'avais fait des calculs aussi sur ce qu'ils allaient me donner, mais autant, j'aurais pu me tromper. Quand vous faites des recherches, on vous dit toujours tout et son contraire, et j'étais pas forcément sûr à 200% des sommes que j'avais calculées. Pareil pour le chômage et la création d'entreprise. Personne n'était capable de répondre à ma question, à savoir si on peut créer une société en touchant l'aide de création d'auto-entreprise pour être auto-entrepreneur, tout ça en vivant à l'étranger et en plus en étant étudiant. C'était un cas qui était vraiment très spécifique, donc du coup pour trouver des cas similaires sur internet, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de gens qui en parlaient. J'avais vu qu'on pouvait être étudiant et créer son auto-entreprise, ça y est, pas de problème. J'avais vu qu'on pouvait aussi le faire en étant à l'étranger, mais est-ce qu'on pouvait cumuler les deux ? Est-ce qu'on pouvait avoir le droit, accès quand même à l'aide de Pôle emploi pour faire ça ? Personne ne pouvait me répondre, personne ne pouvait me dire officiellement. Des gens pouvaient me dire peut-être, je sais pas, oui ça doit pouvoir passer, mais moi je voulais faire quelque chose de propre, donc. Et heureusement, j'ai réussi à avoir un contact au siège de Pôle emploi et je suis tombé sur un spécialiste dans ce domaine qui a pu valider mon projet. Car je voulais pas faire les choses, comme je l'ai dit, dans l'illégalité, donc je voulais être sûr que j'avais le droit de le faire. Par contre, l'anecdote marrante, c'est qu'il m'a bien précisé de surtout ne pas le dire à mon conseiller Pôle emploi. On n'oublie pas que les deux travaillaient à Pôle emploi. Ne pas en parler, ne pas dire que je vais aller partir à l'étranger. Il m'a dit, fais comme si tu crées une auto-entreprise, après tu as le droit de faire ce que tu veux, mais lui dis pas que c'est à l'étranger, parce qu'il va rien comprendre et il va sûrement te faire chier, voire t'interdire, voire ne pas accepter ton projet, alors que tout est légal. Donc j'ai dû faire comme si de rien n'était et faire ma création d'auto-entreprise en France, qui est le cas, parce que mon auto-entreprise est en France. Mais je n'en ai pas parlé à mon conseiller du fait que j'allais travailler à l'étranger avec cette auto-entreprise. Et c'est pas une fausse auto-entreprise, j'ai vraiment facturé des clients, je n'ai pas fait ça juste pour avoir l'argent. Au passage, c'était un vrai projet derrière, je comptais pas non plus gagner des 1000 et des 100 avec, mais j'avais déjà des projets qui me permettaient aussi d'avoir encore un petit peu plus d'argent dans mon budget.
Et donc, voilà, petit à petit, les choses se mettaient en place. Mon boulot disait oui, je voyais que j'étais capable les premiers mois d'économiser cet argent. Et mes ventes, elles avançaient bien. À force d'aller mois en mois, tout se goupillait bien. Du coup, j'ai fait part, au niveau du timing, j'ai fait part de ma démission en juin, après être rentré de vacances, donc début mai, donc un mois après. Début septembre, j'ai envoyé mon dossier à l'école, parce que pendant l'été, j'ai dû trouver quelle école j'allais faire, comment ça marchait, parce que je ne m'étais pas vraiment hyper renseigné avant, j'avais eu juste quelques infos en gros. Puis j'ai dû surtout choisir la ville où j'allais habiter, parce que pour moi, la ville, c'est un choix important. Je me suis pris le chou, mais pendant des semaines, à savoir si j'allais aller à Fukuoka, à Kyoto, à Tokyo ou à Osaka. Ça a été très très flou jusqu'à la dernière minute. À la dernière minute, j'ai choisi Fukuoka, mais finalement, l'école à Fukuoka, il n'y avait plus de place. Donc du coup, j'ai switché sur Kyoto et finalement, je suis plutôt content de ce choix fait à la dernière minute. Et donc, j'ai fait en septembre les inscriptions quand elles ont ouvert. Ensuite, j'ai dû avoir la confirmation que j'étais pris. Je crois, il me semble que c'était en octobre-novembre, si je me souviens bien. Et le 31 décembre, je disais au revoir à mes collègues. Et à partir de là, c'était le début un peu de la délivrance. Vous avez de la chance, je ne ferai pas la chanson de La Reine des Neiges, car je ne suis pas un fan. Je me suis demandé, donc, même quand j'ai quitté mon boulot, je me suis demandé pourquoi j'avais pas fait tout ça en fait avant, quoi, parce que réellement, c'était vraiment une délivrance. J'ai vraiment senti un poids s'enlever. Bon. Pour le Japon, ça aurait été quand même compliqué, vu qu'en 2015, j'aurais pas eu les économies nécessaires, je pense, pour faire ça. Mais ça m'a fait un bien fou de changer de vie en quelque sorte, et je regrette de ne pas avoir fait de PVT plus tôt, en fait, en étant plus jeune, d'avoir été un peu plus ouvert à cette époque, de vouloir aller tenter ma chance ailleurs, d'avoir été plus aventureux, parce que le PVT, ça aurait été quelque chose qui aurait vraiment facilité, qui aurait peut-être même été une première étape avant de faire une école, ça aurait pu être plutôt chouette. J'ai eu ensuite 3 mois pour faire toutes les démarches. Je ne travaillais pas, donc j'avais le temps, mais il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dû chercher un appartement au Japon, ouvrir un compte en banque dans une néobanque, ouvrir mon auto-entreprise et rechercher toutes les infos, parce que la NPE, ils étaient un peu à l'ouest pour m'aider là-dessus. Continuer de vendre en masse mes affaires, parce qu'il me reste encore beaucoup de choses. Rendre mon appartement aussi, il fallait cleaner totalement l'appart, vu que ça faisait 10 ans que j'y vais dedans, il y avait des choses à faire. Et j'avais à préparer l'aménagement aussi de mon futur appartement, parce que je savais qu'au Japon ça allait être compliqué pour aménager, je parle pas japonais, donc j'ai essayé de tout préparer un peu à l'avance pour me faciliter mon arrivée. Ce fut 3 mois franchement bien remplis, j'ai eu un peu de temps pour souffler et glander quand même dans l'ensemble. Je me rappelle avoir pu faire quelques parties d'Assassin's Creed pendant 4-5 jours d'affilée, mais dans l'ensemble quand même, c'était beaucoup de stress et il y a eu beaucoup de choses à faire, car il y avait un timing à respecter et qu'il y a forcément eu des complications un peu partout. Mais au final, ça l'a fait et ça s'est plutôt bien passé. Mais à la base, j'avais quand même prévu dans mon plan idéal d'arriver 1 mois avant le début de l'école. Mais ça, c'était au tout début. C'était genre vers décembre, quand j'avais commencé à tout préparer, je m'étais dit ouais, si je pouvais arriver en mars, ça serait chouette. Parce que l'école commençait mi-avril. Début avril, mi-avril, je savais pas les dates exactes, mais je savais que c'était à peu près ça. Je voulais arriver donc début mars pour être tranquille, avoir le temps de m'installer, comme je disais, et de profiter aussi un peu avant, d'aller faire des courses pour aménager mon appartement, visiter Kyoto tranquillement, avoir le temps peut-être de réviser un peu avant le début des cours, etc. Sauf que et ça n'a pas été possible, parce que les papiers pour le visa ne sont arrivés que fin mars. Donc j'ai pu partir que le 3 avril de mémoire, il me semble. J'ai eu que 15 jours pour tout faire ensuite à mon arrivée au Japon. Bon, 15 jours ça suffit, mais j'ai pas eu le temps de profiter pendant ces 15 jours, de souvenirs, vu que je suis pas arrivé dans un meublé et que j'avais plein de choses à faire, à préparer pour mon appartement, plein de choses administratives dont je vous ai déjà parlé. J'ai pu me balader 2-3 jours seulement pendant ces 15 jours, sachant qu'il avait fallu aller à l'école 2 fois, etc. Bref, ça n'a pas été le démarrage idéal que j'avais espéré, mais bon, tout se passe pas toujours comme on veut, mais j'étais allé au Japon, c'était déjà cool. Donc bref, vous l'avez compris, si vous êtes un peu dans le même cas que moi, ne prévoyez pas trop large, car à cause des papiers pour le visa, vous les avez pas trop à l'avance. Ils vous les envoient vraiment presque à la dernière minute. Il y a plein de gens qui stressent même à cause de ça, mais vous inquiétez pas, tout est bien fait normalement. Mais voilà, vous les avez pas hyper en avance. Quand je suis allé à l'ambassade, justement, récupérer le visa, c'était vraiment un jour spécial pour moi. C'était vraiment le premier pas vers l'aventure. Même si au final, ça va super vite sur place, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça voulait dire que je pouvais partir. Une fois que j'ai eu le papier, même si ce n'est pas votre papier officiel, ça pouvait dire ça y est, ça avance, quoi. Puis vers la fin, après avoir rendu mon appartement, j'ai fait l'état des lieux, etc. J'ai logé 2-3 jours chez des amis avec mes 2 valises de mémoire. Puis mon meilleur ami m'a accompagné à l'aéroport. C'était un peu spécial de se dire au revoir parce qu'on ne savait pas quand on se reverrait. Dans ma tête, je voulais m'installer là-bas. Je partais pas en me disant que je reviendrais dans 2 ans, quoi. Et bien sûr, vous me connaissez maintenant, j'avais prévu tous les plans possibles. Je savais que j'avais plus de chances de revenir en France que de rester sur place quand même,
la logique voulait ça après les 2 ans, que ça marcherait pas du premier coup, que mon niveau de japonais serait pas suffisant pour trouver un boulot et pour rester. Mais je m'étais dit, il faut être optimiste, on part avec des bons trucs, donc je partais dans l'optique de pouvoir rester. C'est même pour ça que j'avais pris un appartement à meubler. J'étais vraiment optimiste, même en sachant que ça allait être compliqué, je me suis dit, on part en sachant qu'on ne va pas revenir. Et donc, forcément, il y a eu quelques larmes de part et d'autre avec mon ami. L'attente dans la salle d'attente a été un petit peu spéciale. Je me souviens que je commençais vraiment à réaliser que je quittais tout, en fait. Le fait d'avoir tout quitté pour recommencer quelque chose de nouveau, c'était un truc un peu fou qui me correspondait pas habituellement, mais que je l'avais fait. Et j'étais franchement fier de moi. C'est con, mais j'étais fier de moi. Donc j'ai pris l'avion, direction le Japon. Et je peux vous dire que quand j'ai passé l'immigration aussi, j'étais là encore une fois content d'avoir ma fameuse resident card. J'avais cette petite carte qui est pas très jolie, mais vous êtes content quand vous l'avez parce que ça veut dire que ça y est, c'est fait, quoi. Et j'ai pas perdu de temps, j'ai filé tout de suite vers la gare de Shinagawa pour prendre le train direction Kyoto, et j'ai dû beaucoup me dépêcher car dans le train je devais envoyer un message à mon agence de location qui devait me donner les clés dès mon arrivée. À la base, je devais le voir que le lendemain, histoire d'avoir le temps de poser mes valises dans un hôtel et pouvoir souffler. Moi, j'aime pas trop courir dans tous les sens, donc j'avais essayé de faire ça bien. Je m'étais dit, je me prends un hôtel le premier soir, on se voit tranquillou le lendemain, je laisse mes valises à l'hôtel, et puis après, je viendrai avec mes valises dans l'appartement. J'ai pris un hôtel pas très loin, tout se passe bien, c'est cool. Sauf que, la veille de mon départ, vraiment la veille de mon départ, il m'annonçait qu'ils étaient en congé ce jour-là, que sa boss lui avait donné un congé. Et que du coup, ça l'arrangeait de me donner les clés le jour de mon arrivée. Moi, ça m'arrangeait moins, mais bon, je me suis dit, on va être conciliant, et puis il y a quand même des avantages à avoir les clés tout de suite. J'ai donc dealé avec lui que je lui ferai un petit message une fois installé confortablement dans le Shinkansen, et que mon pocket Wi-Fi sera branché, pour confirmer le rendez-vous, parce que il aurait pu avoir un retard d'avion ou n'importe quoi, et j'aurais peut-être pas pu être à l'heure, et je déteste être en retard, donc on a essayé de faire ça au mieux. Donc une fois mon message envoyé, le Shinkansen arrivé sur Kyoto, il devait être dans les 17-18 heures, je pense. Je pense qu'il était avant 18h parce qu'on avait rendez-vous à 18-19. Ah non, peut-être 18 parce que c'est vrai que j'avais rendez-vous à 19h. Mais bref, on s'en fout et vous vous en foutez. Je suis allé du côté des taxis et c'était blindé, de chez blindé. Et vu que j'étais un petit peu juste niveau horaire, un peu stressé, j'ai pris mes 2 valises jusqu'à mon futur appartement. Et donc je suis arrivé beaucoup en sueur, car avec 50 kilos à tracter, plus un gros sac à dos blindé, 12 heures de vol que vous êtes tapé, plus les 2h30 de train, plus tout le stress qui s'était passé avant, vous commencez à en avoir plein les pattes, et j'ai donc pas vraiment eu le temps de réaliser tout ce qui se passait. Mais voilà, à peine arrivé, parce que je suis arrivé pile poil à l'heure, j'ai récupéré les clés, pas eu le temps de stresser sur ma conversation mi-anglais mi-japonais. Je pense que si j'avais fait ça le lendemain, pendant toute la matinée, j'aurais été en train de me dire « Ah mince, il va falloir que je lui parle en anglais, en japonais, comment ça va se passer, etc. » Là, j'ai pas eu le temps du tout d'y réfléchir. J'avais mes clés, mon appartement vide, mon chez-moi au Japon. Ça a dû durer, je pense, 10 minutes avec la personne qui me louait mon appartement. Et je me suis retrouvé tout seul, après, dans cet appartement vide la nuit, avec ses grandes baies vitrées, avec une vue sur Kyoto, sur son voisinage. Je me suis posé. Voilà, je me suis posé 1 heure, il n'y avait rien dans mon appart, mais j'ai kiffé le vide. Voilà, j'ai kiffé le vide. C'est con, mais j'étais chez moi au Japon, dans mon chez-moi. Bon, il n'y avait rien, comme je vous le dis, à part mes 2 valises, mais c'était chez moi, j'avais des clés, c'était un chez-moi au Japon, et je me suis dit, putain, c'est cool. Je suis ensuite allé à mon hôtel avec juste un sac à dos en laissant mes valises du coup dans l'appartement, et mon aventure japonaise a commencé. Mais ça, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé de temps en temps dans mon podcast, mais peut-être que je reviendrai sur les premiers jours dans un autre épisode. Mais voilà, l'épisode 99 est fini, et oui, l'épisode sans spécial FAQ qui terminera la saison 1, et plus d'1 an et quelques mois presque de podcast va arriver avant de passer sur une nouvelle saison, la saison 2. Alors j'ai pas encore enregistré l'épisode FAQ, donc si vous avez des questions de dernière minute, je pourrais peut-être les rajouter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour ce 100e épisode, et je vous dis à bientôt. Ciao, mata, bye bye.